En 2012, un document a l'air de rien profondément changé notre vision de la vie sur Terre. Signé par la crème de la crème des neuroscientifiques mondiaux, ce n'était pas juste une publication parmi d'autres. Non, ce texte redéfinit carrément notre place dans le règne animal. Alors on va décortiquer ensemble cette fameuse déclaration de Cambridge sur la conscience pour bien comprendre de quoi il retourne. On commence directement par la conclusion parce qu'elle est percutante. Cette phrase, elle résume à elle seule une véritable révolution. Elle remet en question la façon dont on perçoit les animaux et du coup notre propre place dans le monde. C'est une affirmation qui a des implications absolument vertigineuses. Pour bien saisir le poids de cette déclaration, il faut regarder qui l'a écrite et où. On est le 7 juillet 2012, dans le cadre hyper prestigieux de l'Université de Cambridge. Un groupe de chercheurs parmi les plus éminents du domaine est réuni et, cerise sur le gâteau, la signature se fait en présence de Stephen Hawking lui-même. Ça donne tout de suite une portée scientifique et symbolique assez exceptionnelle au moment. Bon, alors c'est quoi le fondement scientifique de tout ça? En fait, c'est un virage à 180 degrés par rapport à une idée qu'on a eue pendant très très longtemps sur l'origine de la conscience. Pendant des décennies, on pensait que la conscience, cette petite voix intérieure, cette expérience d'être au monde, venait exclusivement du néocortex. C'est la partie la plus récente, la plus complexe de notre cerveau. Mais voilà, les preuves amenées à Cambridge racontent une toute autre histoire. Les racines de la conscience en réalité ne se trouvent pas dans notre cortex si sophistiqué, mais beaucoup plus profondément, dans des régions du cerveau bien plus primitives qu'on partage avec un nombre incroyable d'autres espèces. Et ces structures profondes, elles ne gèrent pas la logique ou le langage, non. Elles s'occupent de quelque chose de bien plus fondamental, les émotions brutes. La joie, la peur, le plaisir, la douleur, tout ça, ça prend racine ici, dans cet héritage évolutif qu'on a en commun. Mais comment les scientifiques peuvent en être si sûrs? Eh bien, les preuves sont assez fascinantes. Quand on stimule artificiellement ces zones chez des animaux, on observe des comportements qui ne laissent aucune place au doute, des signes de joie, de peur, de recherche de plaisir. Et puis, ces systèmes sont déjà actifs chez de très jeunes animaux alors que leur néocortex est encore immature. Le point clé, c'est ça. Le néocortex n'est pas indispensable pour ressentir. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. On va passer à des exemples très concrets qui montrent à quel point la conscience est répandue et parfois là où on s'y attendait le moins. Prenez les oiseaux, par exemple. On a longtemps cru que leur cerveau était trop différent du nôtre. Et pourtant, le perroquet gris du Gabon a des capacités cognitives qui sont juste stupéfiantes. Le diamant mandarin, lui, a des phases de sommeil qu'on pensait réservées aux mammifères. Et la pie? La pie, elle réussit un test très particulier. Le test du miroir, c'est d'une simplicité géniale. On fait une petite marque sur un animal, à un endroit qu'il ne peut pas voir directement, seulement dans un miroir. S'il essaye de toucher la marque sur son propre corps, en se regardant, ça suggère qu'il a compris, le reflet, c'est moi. C'est une capacité assez rare qu'on retrouve chez les grands singes, les dauphins et donc les pieds. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle une évolution parallèle de la conscience. Ce que dit la déclaration, c'est que tous les mammifères et tous les oiseaux ont ce qu'il faut pour être conscients. Mais ça va encore plus loin. On parle même d'invertébrés comme les pieuvres. Ces créatures, avec leur intelligence si différente de la nôtre, elles ont des comportements intentionnels, réfléchis, qui ne sont clairement pas de simples réflexes automatiques. Ok, maintenant, on va rassembler toutes ces pièces du puzzle pour revenir à la conclusion fondamentale, le cœur du message de cette déclaration. Voilà, c'est ça la percée scientifique majeure. L'architecture de notre cerveau n'est pas la seule capable de produire une expérience subjective, un ressenti. Le fait d'éprouver des choses n'est pas notre propriété exclusive. C'est super important de bien comprendre ce terme. Quand les scientifiques parlent d'état affectif, ils ne parlent pas de simples réactions mécaniques. Non, ils parlent bien de ce qu'on appelle les sentiments. La déclaration affirme donc que de nombreux animaux ressentent de la peur, du plaisir ou de la peine. Et reconnaître ça, ça change tout. La logique derrière tout ça est implacable. On a des preuves qui viennent de plein de disciplines différentes et elles s'emboîtent parfaitement. On observe des comportements qui ne peuvent tout simplement pas s'expliquer par de simples automatismes. Du coup, la seule conclusion qui tient la route, c'est celle-ci. La conscience est très largement partagée dans le règne animal. On le répète une dernière fois, parce que chaque mot est important. La force des preuves. Ce n'est pas une opinion, une hypothèse. C'est une conclusion qui s'appuie sur des données scientifiques solides. Les humains ne sont pas uniques. Et cette réalité scientifique, bien sûr, elle soulève une question philosophique et éthique absolument immense. Si on partage cette planète avec d'innombrables autres esprits conscients, d'autres êtres qui peuvent ressentir la douleur, comme la joie, ça nous met face à nos responsabilités. La question n'est plus de se demander s'ils sont conscients, ça c'est acté. La vraie question maintenant, c'est, sachant cela, nous, qu'est-ce qu'on fait ?